Voici des connecteurs USB, le type A, le type B, le mini B, le micro B super speed, le type B super speed, le type A super speed. Tous ces connecteurs ont été remplacés par le nouveau connecteur USB type C ou USB-C. Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais essayer de vous expliquer non seulement les connecteurs USB, mais aussi la norme USB, et tout ce qu'il faut connaître pour bien comprendre comment exploiter à fond soit votre connecteur USB-C, soit vos connecteurs USB, parce que tous ces connecteurs-là continuent à vivre dans le monde actuel. C'est pas parce que l'USB-C les a supplantés qu'il n'y a plus aucun appareil qui sorte avec ce type de connecteur, et c'est important de comprendre quelle est l'histoire de l'USB, donc par quel connecteur la norme USB est passée, et par quelle norme justement, par quelles évolutions de la norme elle est passée, pour comprendre tous les apports qu'on retrouve au final dans l'USB-C. Parce que l'histoire de l'USB, c'est une histoire incrémentale, tous les connecteurs et toutes les normes continuent à exister de nos jours, l'USB est rétrocompatible, et donc c'est pour ça que vous retrouverez de nos jours encore tous ces connecteurs dans le connecteur USB-C. Mon objectif dans cette vidéo, c'est donc de passer en revue et de vous expliquer comment cette norme a évolué, comment on est arrivé à l'USB-C. Pour ça, forcément, ça va prendre un petit peu de temps, donc n'hésitez pas à consulter le sommaire de la vidéo, et puis vous retrouverez en bas de la vidéo le timecode. En fait, ici s'affichera la liste des chapitrages, donc pour vous permettre de sauter d'une section à une autre si vous n'avez pas envie de regarder tout en entier. Cette vidéo va être au moins en deux parties. Dans une première partie de la vidéo, on verra l'évolution des connecteurs, et puis l'évolution de la norme qui va avec, des connecteurs USB type A et type B qui sont les premiers connecteurs historiques qui sont apparus avec la norme USB, jusqu'au connecteur type C qui est le tout dernier à avoir fait son apparition, avec pléthore de fonctionnalités, dont entre autres le Power Delivery et fonctionnalités à part de la norme USB-C, mais le Thunderbolt, qui sont des fonctionnalités essentielles quand on parle de l'USB en 2020. Et puis dans une deuxième partie, on parlera plutôt du matériel. Je vais vous présenter du matériel intéressant comme cet écran, le dock USB que j'ai là-bas, qui me permet de relier mes ordinateurs portables et qui permet de les charger et d'avoir un tas de fonctionnalités supplémentaires. Et puis du matériel que je peux vous conseiller autour de l'USB, donc par exemple chargeur voiture, des câbles USB qui sont importants à avoir, donc je vous montrerai différents câbles, du câble Spigen, et aussi du câble de chez Anker, et puis on parlera aussi des chargeurs, parce que l'USB c'est aussi recharger des produits, et c'est important d'avoir des produits qui chargent aux vitesses auxquelles vous attendez, donc quand vous aurez compris comment l'USB recharge des produits, que ce soit des ordinateurs portables ou des smartphones, eh bien vous comprendrez pourquoi il est important de choisir le bon produit qui charge à la bonne vitesse avec la bonne norme, sinon vous n'aurez pas ce que vous attendez, et donc votre ordinateur portable, au lieu de charger à 60 ou 80 watts, il chargera à 10 ou 15 watts, et donc ça vous décevra énormément. Voilà, on commence tout de suite donc avec l'histoire de l'USB, et la première partie de l'histoire de l'USB, c'est l'USB 1 et l'USB 1.1, dont ma souris est un très bon représentant. Mon histoire personnelle avec l'USB a commencé avec ce produit-ci, une Microsoft IntelliMouse. Je sais que j'ai acheté, ça m'a coûté une fortune à l'époque, je me rappelle pas le prix exact, mais c'était hors de prix par rapport à une souris normale, mais je voulais absolument de l'USB parce que pour moi c'était révolutionnaire, et c'était absolument le produit que je voulais, et je l'ai regretté amèrement. C'était une horreur parce que il y avait plein de logiciels qui n'étaient pas compatibles, les jeux en particulier sous DOS qui n'étaient pas compatibles. Vous ne pouviez pas dans le BIOS utiliser la souris, puisque le BIOS ne reconnaissait que les souris PS2 et les claviers PS2, enfin c'était la folie à l'époque l'USB, parce que c'était tout nouveau. Et pour autant, j'avais même pas pris l'option souris avec le capteur optique, donc c'est encore une vieille souris à boule de l'époque, donc une souris du vieux temps, on va dire, mais qui était à cheval entre les deux, puisqu'elle était à la fois très ancienne par sa conception, mais très moderne. Connecteur USB qui est d'ailleurs toujours opérationnel en 2020, donc si je branche ma souris sur mon smartphone, vous voyez le petit curseur qui se balade, et j'ai donc une souris qui doit dater de 96 ou de 98, quelque chose comme ça, qui me permet toujours d'aller manipuler mon smartphone. Voilà, donc c'était pour la petite blague, c'est assez rigolo, et puis ça vous permet aussi de comprendre que dans cette vidéo, on va parler de l'OTG, ce connecteur-ci OTG, et de l'intérêt aussi de l'OTG dans l'USB, donc qu'est-ce que ça permet de faire. Toutes des normes qui sont ultra importantes pour pouvoir bien comprendre l'USB et puis l'exploiter à fond au quotidien et pouvoir donc en profiter. L'histoire de l'USB commence dans les années 90. Pourquoi? Parce que, alors je vous prends ici une carte mère des années 2000, début des années 2000, mais quand même. Voilà ce qu'on trouvait sur une carte mère dans les années 2000 et aussi dans les années 90. Vous aviez donc, pour les cartes mères qui en étaient équipées, parce qu'au début des années 90 c'était pas forcément le cas, vous aviez les ports PS2,
donc qui étaient les ports de connexion pour les souris et les claviers. Vous aviez le port parallèle, alors qu'il y avait différents standards, mais en tout cas un port parallèle, c'est ce genre de port-là, qui servait typiquement pour y brancher les imprimantes. Et vous aviez ici le port série, alors le port série qui initialement servait par exemple à y brancher des souris, mais qui a servi aussi pendant longtemps à y brancher des modems, les fameux modems 33.6, modem 56K et compagnie, qui permettaient d'avoir accès à Internet via des lignes analogiques. Et donc, les constructeurs étaient face à l'évidence, en fait, eh bien qu'il y avait une multiplicité des ports, et donc chaque produit devait être branché sur son port, et vous imaginez bien que, par exemple, si vous deviez brancher 2 imprimantes, ou un modem et une souris série, eh bien il y avait tout de suite des problématiques en nombre de connecteurs, c'était un petit peu compliqué. Et puis c'était aussi des connecteurs qui étaient très professionnels dans leur manière d'être faits, c'est-à-dire qu'ils avaient été conçus à la base pour des gens très au fait de l'informatique, donc bien au courant de comment ça marche. Vous vous doutez bien que utiliser ce type de port, c'était un petit peu compliqué pour des gens qui n'avaient pas l'habitude de l'informatique, qui savaient pas vraiment comment brancher des produits comme ça sur les machines. Voilà, donc ça c'était la situation, on va dire, dans les années 90, donc port parallèle, port série et port PS2, qui permettaient de brancher l'essentiel en fait des produits que vous branchez maintenant en USB, mais qui se branchaient spécifiquement sur ce type de port, sachant qu'en plus vous aviez les ports MIDI par exemple qui servaient à brancher le joystick, donc vous voyez une multitude de ports. Et il y a 7 fabricants, alors parmi les plus notables, il y a surtout IBM, Intel et Microsoft, mais il y a aussi Compaq, DEC, NEC et Northern Telecom. La plupart, soit on n'en entend plus parler, soit ils n'existent plus, ils ont été rachetés, ils ont été fusionnés et tout ça. Mais en tout cas, ils se sont réunis et ils ont décidé de mettre en place un nouveau standard, l'USB, pour essayer de faire la synthèse de tous ces ports-là, en prenant le meilleur de chaque port, pour l'adapter donc aux usages plus généralistes, surtout du grand public. Un autre grand acteur de l'USB, c'est Apple, et même si je tiens pas particulièrement Apple dans mon cœur, il faut dire quand même que Apple a beaucoup œuvré pour la mise en avant de l'USB, dont l'iMac G3, pour ceux qui se rappellent, l'iMac G3 c'est l'espèce de télé aux couleurs un peu flashy, il y avait du bleu, du vert, de l'orange, etc., translucide, donc ça date un petit peu au niveau design, mais à l'époque quand c'est sorti c'était plutôt révolutionnaire, et c'était d'ailleurs tellement révolutionnaire que c'est un appareil qui était équipé de ports USB, et d'ailleurs, je crois que de port USB, on voit ici l'arrière de l'iMac G3. Donc il y avait quand même le FireWire qui était spécifique Apple. Vous aviez des connexions modem, donc RJ11, RJ45, mais c'était de l'USB pour relier les différents périphériques. Et ça, c'était franchement novateur. Le monde PC n'avait pas encore osé se lancer dans du tout USB. Donc c'est plutôt pas mal pour l'image d'Apple. Et puis un peu plus tard, on va parler des connecteurs USB-C ou USB type C, hein, c'est le même nom. Eh bien, c'est Apple à nouveau dans un MacBook Retina en 2015 qui a sorti le premier MacBook à connecteur USB, puis après avec les MacBook Pro en tout USB type C. C'est eux qui ont œuvré aussi pour, dans un ordinateur portable, n'avoir que ça comme type de connecteur. Même si l'implémentation Apple n'était pas terrible, sur ce MacBook de 2015, malgré le fait que ce soit bien un connecteur type C, il n'était pas câblé selon la norme 3.1 Gen 2, on verra ça plus tard, mais en tout cas il était câblé selon une norme 3.0, ce qui n'était pas au niveau, mais voilà, Apple œuvre pour l'USB. Et pour autant, on peut se poser la question, parce que sur l'iPhone 12, je vous zoome ça un petit peu, sur l'iPhone 12, apparemment d'après les rumeurs, mais je pense qu'elles se sont vérifiées puisqu'il sort en septembre 2020, toujours pas d'USB-C. Ils gardent leur connecteur propriétaire Lightning, alors que l'intelligence serait d'avoir un connecteur USB-C de manière à ce que tous les produits Apple, mais aussi tous les produits de manière générale, puissent s'interconnecter avec un connecteur unique. C'est quand même beaucoup plus simple pour tout le monde, quels que soient les clients, que vous soyez Android, PC, Mac ou autre. Le connecteur USB-C, c'est le connecteur pour tout le monde, et c'est quand même plus simple. Alors on voit que dans le lot, il y avait des constructeurs qui avaient à y gagner, en tout cas des fabricants qui avaient à y gagner, comme Microsoft. Pourquoi ? Parce que la situation au niveau des OS, à l'époque, milieu des années 90, c'était pas la situation de maintenant. Microsoft était déjà bien implanté, mais en tout cas de mon point de vue, ça restait quand même des choses qui étaient difficiles d'accès pour le néophyte. Acheter une machine et tout ça, c'était un grand pas, c'était pas facile. Et en plus, quand il fallait commencer à brancher des appareils, aller utiliser ces ports-là, c'était compliqué, fallait les configurer, tout ça, c'était pas forcément très accessible. Et donc, vous voyez que des fabricants comme Intel et Microsoft pour le grand public avaient un intérêt à mettre en avant ce type de produit. C'est pour ça que, comme je vous en ai parlé, c'est le genre de produit qui est arrivé rapidement sur le marché, des souris USB, parce que,
Alors sur ce type de carte mère, c'était typiquement le cas, mais sur les premières cartes mères, vous aviez pas évidemment autant de ports USB, vous en aviez peut-être un ou deux, mais en tout cas c'était très facile via un port USB de multiplier le nombre de ports. On verra après que le principe des hubs, et donc très rapidement on pouvait brancher plusieurs produits sur un ou deux ports USB, et puis c'était du coup facile d'étendre tout ça. Et donc ça, ce sont des produits qui sont arrivés donc autour des années, alors je dirais 98 pour ce type de souris. J'ai essayé de retrouver la date, j'étais incapable de mettre la main sur le ticket de caisse ou l'emballage pour vous retrouver le prix et la date d'achat, mais je pense que ça date des années 98 parce que le premier standard, l'USB 1.0, il n'a pas vraiment trouvé un public. L'USB 1.0, c'était plutôt une preuve que l'USB fonctionnait, et c'est sorti dans les années 95, 96, mais il n'y avait pas vraiment de public face à ça. C'était plus un premier jet, je dirais, des fabricants, et le temps que l'USB s'implante sur les cartes mères et qu'on trouve les premiers connecteurs USB ou les premiers périphériques USB, il a fallu attendre 1 à 2 ans, donc vers les années, donc je dirais 98, pour voir l'apparition des premiers périphériques USB en tant que tel. La première norme, la première vraie norme en fait USB que les gens, les particuliers en tout cas ont pu avoir dans les mains, c'est l'USB 1.1. L'USB 1.1 qui était juste une petite évolution en fait de l'USB 1, qui était essentiellement des correctifs autour de l'USB 1. L'USB dès sa première version a introduit quelque chose de très important, c'est le côté hot plug, c'est-à-dire que le connecteur USB, mais aussi les périphériques, les contrôleurs USB sont prévus pour que à chaud, machine en cours de fonctionnement, vous puissiez brancher et retirer un périphérique USB en toute sécurité. Alors, à part évidemment les stockages de masse, disques durs, clés USB, etc., qui, en fonction de la manière dont ils sont gérés, peuvent poser problème si vous les retirez à chaud, sans les démonter proprement auparavant, mais une souris, un joystick, etc., vous pouvez les brancher, les débrancher comme vous voulez, il n'y a pas spécifiquement de contraintes, ça fonctionne bien, et donc c'était une des premières choses, le hot plug, donc le branchement à chaud, c'était une des premières choses qu'introduisait l'USB qui était extrêmement intéressante pour ce type de connecteur. La deuxième chose qu'a introduit l'USB, c'est le plug and play, ou PNP. Le plug and play, ça veut dire juste je branche et j'utilise. Donc là, de la même manière, c'est quelque chose qui a fait son apparition, alors pour Microsoft dans Windows 95, et ça existait dans d'autres connecteurs, dans d'autres normes que l'USB, par exemple le FireWire qui était un concurrent à l'époque, un concurrent entre guillemets à l'époque de l'USB, en tout cas pour toute la partie stockage, qui était plus intéressante en termes de capacité, de débit en termes de stockage. Le plug and play, donc qui permettait de brancher, de pas s'embêter avec les configurations. Par exemple, il fallait définir des IRQ et tout ça quand on avait des anciens périphériques. Là, avec l'USB, vous branchiez et normalement, immédiatement, tout fonctionnait. C'était prêt à l'emploi et prêt à fonctionner. C'était l'objectif de l'USB, être facile d'utilisation, facile à prendre en main. Et puis évidemment, pour brancher ces périphériques, sont apparus les connecteurs, comme les connecteurs type A, donc c'est ce connecteur-ci, connecteur qui est très connu et qui a fait râler toute une génération d'utilisateurs de PC parce que eh bien c'est le connecteur qu'on branche toujours 3 fois, donc on essaye de le brancher, on essaie dans un sens, dans l'autre. En général, on s'y prend toujours à 3 fois puisqu'on le branche toujours dans le bon sens, mais ça rentre pas, et il faut le permuter au moins 2 fois avant de retrouver le bon sens. En tout cas, ce fameux connecteur type A, c'est le connecteur qui va dans le l'hôte. Donc en gros, ici, si on considère la carte mère, le PC comme l'hôte dans un connecteur, vous avez ici des prises femelles type A, dans lesquelles vont des câbles et des connecteurs type A, et ici vous êtes côté hôte, c'est-à-dire le côté qui va recevoir le périphérique. Donc ici vous avez ici un périphérique, et donc vous avez un connecteur type A, puisque ce périphérique va se connecter sur un hôte. A l'inverse, sur un câble USB qui a 2 bouts, pour les câbles en tout cas qui peuvent se brancher sur quelque chose, vous aviez de l'autre côté, donc ici, le connecteur appelé connecteur type B. Le connecteur type B, c'est pas celui que vous avez vu le plus, le connecteur type B, c'est le connecteur qui va en général vers une imprimante, c'est le connecteur des périphériques. Si ma souris ici n'avait pas un câble USB Certi, si elle avait eu un connecteur femelle sur lequel on aurait pu brancher quelque chose, et bien le connecteur qui aurait été mis à l'époque, c'est ce connecteur-ci. Connecteur donc, qui permettait en fait, il n'est pas physiquement très différent, c'est-à-dire au niveau électricité, des circuits les broches qui sont dessus sont les mêmes que le type A. L'objectif, c'est comme un enfant, en fait, c'est de vous fournir des connecteurs de formes différentes, de manière à ce que vous ne puissiez pas rentrer l'un dans l'autre. Il est impossible de rentrer mécaniquement un connecteur type B dans un autre. Vous pouvez le mettre que dans un périphérique, et donc ça permettait de s'assurer
que bah, les produits, les périphériques étaient toujours correctement branchés à leur hôte. Alors les premières versions de l'USB n'étaient pas extraordinaires en termes de débit et de fonctionnalité. Alors c'était quand même assez révolutionnaire par rapport à ce qui existait sur le marché, mais pour vous donner un ordre de grandeur, l'USB 1, alors qu'il y a assez peu de périphériques en fait qui sont vraiment USB 1, mais c'était des débits autour de 1,5 mégabits à la seconde, alors que l'USB 1.1 c'était 12 mégabits à la seconde. Donc autrement dit, c'était pas des débits qui étaient énormes, et très rapidement, l'USB 1 a été remplacé par l'USB 2, l'USB 2 qui a décuplé même plus que décuplé les débits, puisqu'on est passé de 12 mégabits à la seconde en USB 1.1 en pointe à 480 mégabits à la seconde. Alors pour que ça vous parle un peu plus, 12 mégabits à la seconde c'est 1,5 mégaoctets à la seconde, quand 480 mégabits à la seconde c'est 60 mégaoctets à la seconde. Alors on est vite face à un problème avec ce type de connecteur, c'est que évidemment, quand on parle d'un hôte, en général on parle ici d'un PC ou de choses de ce type-là, la taille du connecteur en lui-même n'est pas un très gros problème, donc il n'était pas hyper pratique à utiliser, ce connecteur type A, mais c'est pas un vrai problème. Par contre, ce connecteur type B c'est un vrai problème parce que bah, imaginez que vous devez brancher ça sur un périphérique comme une souris, c'est déjà assez volumineux, mais sont apparus des produits que personne n'avait vraiment imaginé, des produits qui devenaient de plus en plus intelligents, les smartphones, entre autres, et là c'est pareil, mettez un connecteur de cette taille-là sur un produit de cette taille-là, alors les smartphones étaient certes un peu plus gros à l'époque, mais quand même, vous voyez que tout de suite ça fait des petites problématiques de taille, et donc sont apparus les connecteurs micro. Dans l'évolution des connecteurs, on va pas tous les passer en vue, mais on a le connecteur USB mini B, donc le type B mini en fait, qui est toujours plus petit que son papounet le type B, mais qui est quand même relativement gros. Donc c'est le connecteur qu'on retrouvait sur certains appareils mobiles, les premiers smartphones, les manettes de jeu, si vous vous rappelez les manettes PS3, il me semble que c'était le connecteur des manettes PS3, et puis ensuite on a basculé sur un connecteur plus petit qui est similaire en fait au mini B, mais qui s'appelle le micro B, encore plus petit, et donc qui lui a été intégré massivement sur un tas d'appareils. C'est le connecteur, pour les périphériques en tout cas, c'est le connecteur qui est probablement le plus utilisé actuellement, avec l'USB-C, donc celui que vous retrouverez le plus facilement. C'est juste le format en fait qui a changé, on est passé sur un format plus compact, de manière à ce que ce soit plus pratique à utiliser, donc sur les smartphones, et puis sur tous les périphériques, souris et compagnie, sont apparus ce type de connecteurs que vous connaissez toujours, hein, qui existent encore et qui sont encore largement utilisés, ces connecteurs micro B, mais qui ont tendance à disparaître évidemment au profit de formats plus récents. Alors rapidement, suite à l'apparition de ce connecteur micro USB, est apparue une évidence. On a donc des produits intelligents comme des smartphones, des appareils, en tout cas des périphériques, sur lesquels il est impossible de venir y brancher des produits avec des connecteurs type A. Pour autant, ça a du sens, ce smartphone, vous pourriez avoir envie de brancher dessus un joystick, un stockage de masse, donc par exemple une clé USB pour étendre son stockage, ou pour y copier temporairement des fichiers, peut-être un appareil photo, peut-être des choses comme ça. Et c'était typiquement des produits qui avaient un connecteur USB type A, et pour lesquels il était impossible de venir brancher dessus de ce type de produit. Et donc est apparu l'OTG. L'OTG, je peux vous montrer deux exemples ici. L'OTG c'est quoi? C'est tout simplement une norme dans l'USB qui permet de transformer ce qui est historiquement un produit qui contient un connecteur type B, donc un périphérique, autrement dit, de le transformer et de lui donner la capacité d'accueillir du type A, et donc de dire par exemple cette souris, je la branche sur un connecteur OTG et elle devient micro B, et donc comme elle devient micro B, je peux la mettre sur un smartphone avec un connecteur micro. Et du coup, un périphérique, comme une souris, peut être branché sur un autre périphérique comme un smartphone. Et ça donne d'autres possibilités tout à fait intéressantes de l'USB, et c'est ce qui commence à casser quelque part le côté historique de l'USB où forcément un autre se branche sur un périphérique, et le mécanisme qui était mis en place jusqu'à présent avec les mécanismes de hub, où forcément le hub proposait des connecteurs type A, et vous aviez un connecteur type B qui partait du hub vers un connecteur type A qui allait soit vers un autre hub, donc un autre concentrateur, soit sur un autre. Et bien ça cassait ce principe-là, en permettant enfin de connecter directement un périphérique sur un périphérique. Par exemple, entre autres, de brancher un téléphone sur un téléphone, et donc rien qu'avec ce mécanisme-là, de pouvoir faire un clone ou une copie
c'est ce qui permet, par exemple, quand vous achetez un nouveau téléphone, sans avoir besoin d'un cloud ou autre, de relier un téléphone à l'autre et d'y copier vos contacts, vos SMS, et toutes les données que vous jugez intéressantes d'y copier. Voilà, donc ça c'est l'OTG. J'en ai déjà fait une vidéo, alors qui date un peu, qui est même datée dans sa forme, dans la manière dont je l'avais faite, mais en tout cas, qui je pense est toujours d'actualité, qui vous explique dans le détail comment on branche, par exemple sur un smartphone, comment on branche souris, clavier, stockage et autres, pour pouvoir profiter de fonctionnalités très avancées sur un smartphone, et c'est arrivé grâce à l'OTG. Évidemment, concernant l'OTG, je vous ai montré un adaptateur micro B vers type A, donc comme je vous le redis, hein, c'est bien un adaptateur d'un connecteur périphérique vers un connecteur haute, mais il y en a pléthore, et je les ai même pas tous. Ici vous avez un adaptateur OTG, donc toujours type A, vers le nouveau connecteur USB-C, et puis évidemment il y a toutes les variantes, le type B, le micro B vers le type A, ou le micro B Super Speed, c'est celui-là, vers le type A, Super Speed. Donc vous voyez, vous avez toute une variante de connecteurs OTG, et le principe général, hein, je le redis, c'est vraiment de passer d'un monde périphérique à haute vers un monde périphérique à périphérique. Et puis avec l'USB-C, évidemment, comme je vous l'ai dit, hein, c'est le même connecteur à la fois pour la partie haute et pour la partie périphérique, donc il n'y a plus ces problématiques d'OTG, en tout cas d'adaptateurs OTG. Pour autant, l'OTG reste d'actualité, hein, il y a le mécanisme d'OTG est toujours en place, puisqu'il faut faire en sorte qu'un périphérique s'adresse à un autre périphérique et pas à un autre, mais ça se fait via un câble unique avec des connecteurs uniques, c'est beaucoup plus simple, plus besoin d'adaptateurs quand on est en tout USB-C. Mais, comme je vous l'ai montré ici, hein, il y a toujours des ponts, donc de l'USB-C vers du type A, par exemple, si nécessaire, pour pouvoir continuer à utiliser des périphériques d'ancienne génération avec des connecteurs d'ancienne génération sur des périphériques de nouvelle génération. Avant d'attaquer l'USB 3, qui est probablement le gros morceau que vous attendez, mais qui se complique un petit peu, on va revenir sur l'USB, ici, l'USB type A, type B et l'USB donc 1 et 2, donc première et deuxième génération, parce que c'est le plus simple à comprendre. Après ça va se corser, donc si au moins vous arrivez à retenir ça, c'est déjà l'essentiel. Ici j'ai un câble USB type A vers USB-C. Si j'y connecte mon ordinateur portable d'un côté et mon smartphone de l'autre, vous allez voir que le smartphone va démarrer et que l'ordinateur portable réagit. Et donc vous voyez ici que le smartphone est apparu, je peux échanger des données avec ce smartphone et ce smartphone recharge, on le voit ici. Voilà, maintenant imaginez, donc j'enlève ce câble là et je prends cet autre câble. Cet autre câble qui est très similaire, c'est un câble type A, ici USB-C de ce côté là, que je branche encore sur mon ordinateur, alors toujours dans le bon sens, et puis je branche mon smartphone dessus, et là qu'est-ce qui se passe? Ce smartphone charge, mais l'ordinateur ne détecte rien, c'est-à-dire que je ne peux pas échanger de données entre le smartphone qui pourtant lui est bien en train de charger, et mon ordinateur portable. Et bien si vous vous demandez comment on peut se retrouver à avoir deux câbles qui sont similaires techniquement, hein, si je passe ça à n'importe qui, je ne triche pas, hein, vous avez deux câbles qui ressemblent beaucoup, et pour autant ils ont des vraies différences, et l'objectif de cette vidéo, c'est de vous expliquer justement l'origine de ces différences, et pourquoi l'un va permettre de charger mais pas d'échanger des données par exemple, tandis que l'autre va me permettre d'avoir des capacités supplémentaires comme échanger des données, ou charger à des vitesses supérieures que n'est pas capable de faire ce câble-là, qui pourtant, quand on le regarde, si on l'achetait sur Amazon, serait bien marqué câble USB-C, et donc on serait un petit peu surpris des capacités de ce câble. Donc ici je vous présente en gros plan les deux connecteurs, et normalement, donc je vous fais un peu jouer sur l'angle pour que vous puissiez bien voir. Donc ici vous avez les petits plots à l'intérieur, donc ce sont les pistes qui partent dans le câble, donc ce sont les bornes en fait, et si je dois les numéroter, enfin la norme en tout cas de la manière dont elle les numérote, alors elle les numérote bizarrement parce qu'elle part à l'envers, mais vous avez 1, 2, 3, 4 sur le connecteur USB 1, donc je reprends 1, 2, 3, 4, à l'envers en fait de droite à gauche, enfin à l'envers entre guillemets, hein. Et puis ici vous avez, je crois que c'est 1, 2, 3 et 4. Alors il y en a deux qui sont différentes des bornes, c'est les bornes 1 et 4, j'essaie de vous les montrer ici, donc ça sur le connecteur type B, elles sont de ce côté-là, 1 et 4, et puis sur le type A, elles sont là, 1 et 4, ce sont les bornes d'alimentation. Donc j'essaie de vous les mettre en gros plan et de changer l'angle pour que vous puissiez bien voir. Et normalement vous devriez voir qu'elles sont un petit peu plus longues que les autres. Donc la 1 et la 4 sont un petit peu plus longues.
Ça a une raison, quand vous insérez ce connecteur, alors on va se focaliser sur le type A par exemple, quand vous l'insérez dans une prise type A, le principe de ces bornes plus longues, c'est que la première chose qui se passe, les premières choses à rentrer en contact, c'est l'alimentation. Et donc 1 et 4, ce sont les deux bornes d'alimentation. Donc historiquement, l'USB est alimenté en 5 volts. Et donc vous avez ces bornes-là qui servent à l'alimentation, et les bornes du milieu ici, qui sont les bornes de données. Alors historiquement, donc ce que je disais, hein, c'est toujours vrai pour l'USB, mais il y a des variations maintenant. Historiquement, donc, le connecteur USB est donné pour 5 volts, une différence de potentiel entre les deux bornes, 5 volts, et puis jusqu'à 2 ampères, normalement, la plupart des câbles supportent jusqu'à 2 ampères en intensité, 100 mA en général. Pour les câbles standards, c'était l'utilisation courante, hein. Pour une souris, un truc comme ça consomme même bien moins, ça a besoin de bien moins que ça. Donc, en gros, c'était de l'ordre de quelques watts, ce qui passait dans un câble USB, pas rarement au-delà, en tout cas on est très loin des 100 watts maintenant qu'on peut avoir dans un câble USB-C. C'était pas du tout l'objectif de monter à des puissances aussi élevées. Donc pour conclure sur les bornes, la borne 1 qui est soit ici, c'était la borne de plus 5 volts, ça s'appelle le VBus. Ensuite suit la borne 2, donc ici, en haut là, ou ici la deuxième borne en partant de la droite, qui est la borne D-, donc de données négatifs, entre guillemets. Vous avez ensuite la borne D+, données positifs, donc la borne qui est ici en bas à droite, et puis la borne 4, qui est le ground, donc la masse, qui permet d'avoir cette différence de potentiel de 5 volts. Ce qui est super intéressant parce que vous pouvez très facilement hacker un câble USB pour le transformer en câble 5 volts, pour faire de la charge, etc. Il y a beaucoup de produits d'ailleurs qui n'ont que ces deux connecteurs-là, enfin que ces deux bornes-là, donc la plus 5, la VBus et puis la ground, qui sont reliés pour recharger le produit. Et c'est pour ça, si vous cherchez la réponse à ma question de tout à l'heure, c'est pour ça que le câble, qui est pourtant un type A vers USB-C, ce connecteur-ci, c'est pour cette raison que ce connecteur-ci ne fait que recharger pour l'USB-C. Alors l'USB-C c'est encore plus compliqué en termes de nombre de bornes, mais ce connecteur-là n'a que ces deux bornes-là qui sont câblées. Alors je suis pas sûr qu'on les voit bien, parce que le connecteur il est standard, donc vous ne verrez pas comment il est câblé, il faudrait le couper pour regarder, mais vous n'avez normalement dedans que du 5 volts qui circule et pas de données. Concernant les données, c'est une paire en fait, une paire de deux câbles. Ça s'appelle aussi paire torsadée, c'est ce qu'on retrouve, me semble-t-il, dans les mécanismes comme les transmissions réseau, les câbles réseau. C'est un principe de transmission différentielle, ça garantit que le signal qui circule sur une paire torsadée est aussi insensible que possible au bruit parasite, parce que dans votre environnement, vous avez un tas de produits électroniques entre autres qui émettent qui vont générer du bruit sur ce câble, donc qui émettent des parasites via de l'émission radioélectrique, et donc qui pourraient perturber le signal, et la transmission différentielle limite au maximum, en tout cas c'est une des technologies les plus intéressantes, pour limiter au maximum l'apparition de bruit parasites quand on transmet des données, donc l'utilisation de la paire torsadée était appropriée. Voilà, et puis ça c'est les connecteurs et les câbles les plus simples que vous trouverez, parce que juste après on bascule sur le connecteur USB 3. Alors le connecteur pour l'USB 3, c'est toujours le connecteur type A, en tout cas celui de cette extrémité-là. Il est toujours mécaniquement compatible avec l'USB 1, l'USB 2, c'est le principe de l'USB. C'est un des grands piliers en fait de l'USB, c'est la rétrocompatibilité, assurer que même un produit de première génération USB continue de fonctionner avec les nouvelles générations. Mais vous allez voir, alors je vous mets de la lumière pour que ce soit plus visible, donc vous avez toujours les 4 bornes ici, qui sont toujours les mêmes bornes, hein. Il n'y a pas de souci, toujours la même chose. Mais si vous regardez au fond du connecteur, et là, si on voit pas bien, je vous mettrai une photo pour vous montrer ce qu'on voit mieux, vous voyez qu'il y a d'autres petites bornes qui sont apparues au fond du connecteur. On les voit ici, là on les voit particulièrement ici, donc vous avez 5 bornes supplémentaires qui apparaissent tout au fond du connecteur, et qui ne sont implémentées que par les câbles, les connecteurs USB 3, donc pour profiter de la norme USB 3. Donc vous voyez bien ici les 4 bornes historiques de l'USB 1, l'USB 2, et au fond de la gorge de la prise, les prises en fait les bornes qui sont spécifiques à la partie USB 3. Alors en fait c'est pas super important de savoir exactement ce que font les bornes de cette prise. En gros,
ce que je peux vous dire, ce que vous devez retenir, c'est que vous avez 2 nouvelles paires torsadées qui ont été ajoutées. Du coup, ça fait que tout a été renommé, tout a été rechangé pour ce type de connecteur-là. Mais en gros, donc vous avez 2 paires torsadées en plus, et qu'est-ce que ça permet? Bah, ça permet de multiplier donc de paralléliser en fait les communications et donc d'augmenter le débit. Et c'est pour ça que l'USB 3 a apporté aussi un énorme gain de débit, c'est parce que ça avait été plafonné par la paire torsadée unique. Et donc en rajoutant 2, bah, vous multipliez en gros par 3 le débit normal de l'USB 2 pour obtenir le débit de l'USB 3. Alors c'est un petit peu différent, hein, c'est pas si simple que ça en termes de débit. C'est une multiplication par 10 en fait quasiment, enfin sur le plan théorique hein, en tout cas. C'est-à-dire qu'on passe d'un débit de 60 mégaoctets à la seconde avec l'USB 2 et sa paire torsadée unique à 640 mégaoctets à la seconde, autrement dit 5 gigabits seconde, avec l'USB 3, l'USB 3.0, qui est aussi appelé USB 3.1 Gen 1. Et ça on y reviendra après, c'est encore l'une des grandes réussites du consortium USB, c'est de pouvoir nommer les choses de manière facile pour que tout le monde s'y retrouve. Vraiment là-dessus, ils ont fait très fort parce que même quelqu'un qui s'y connaît s'y perd, tellement il y a eu de renommages, de changements sur des choses qui sont identiques. En tout cas, voilà, vous comprenez maintenant comment on passe à des débits supérieurs. On rajoute ici des bornes et donc on agrandit, en fait, on grossit le câble, puisque vous voyez qu'un câble ici USB 3 est beaucoup plus gros qu'un câble USB 2, forcément, il y a plus de brins, il y a plus de blindage. Et donc, on augmente aussi la taille du câble. Et si, à ce stade de la vidéo, vous dites que vous avez tout compris sur l'USB 3, tant mieux, je dirais. C'est mon objectif, c'est que vous compreniez, mais que vous êtes loin du compte, parce que si vous vous imaginez que c'est déjà facile d'ajouter 5 bornes dans un connecteur type A, je vous pose la question, qu'est-ce qui se passe sur un connecteur type B, puisque je vous ai parlé de la possibilité d'avoir des connecteurs type B. Connecteur type B pour lequel j'arrive même pas à faire en sorte que ma caméra fasse proprement le focus. Pour vous montrer l'intérieur. Alors, imaginez ce que ça peut être de rajouter là-dedans 5 bornes supplémentaires pour échanger des données. Vous imaginez bien qu'on peut pas miniaturiser facilement ça sans, en plus, en conservant la rétrocompatibilité, parce qu'il faut s'assurer que tous les produits sortis jusqu'à présent et qui utilisent ces connecteurs-là continuent à être fonctionnels. Et qu'est-ce qu'ils ont trouvé de mieux? Alors, il n'y avait pas d'autre solution, mais qu'est-ce qu'ils ont trouvé de mieux à faire? C'est ça. On continue avec le connecteur donc micro. Donc, vous voyez un petit peu le parallèle ici. Et puis ce qui rentre pas dans le connecteur micro, on le met à côté. Et donc en gros, ce que vous avez ici à côté dans ce petit supplément de connecteur, qui est spécifique à la partie Super Speed, donc à la génération USB 3, USB 3.1, eh bien, c'est les paires torsadées, en fait, et puis un petit peu d'isolation de masse et tout ça, qui ont été mises dans cette partie-ci du connecteur, donc la partie ajoutée. Ce qui fait que, évidemment, si vous avez ce connecteur à brancher sur une tablette, alors je crois qu'il n'y a jamais eu de téléphone avec ce type de connecteur-là, mais si vous avez une tablette qui a ce type de connecteur femelle, eh bien vous pouvez indifféremment brancher soit ce connecteur-là tout seul, soit que ce connecteur-là étendu, qui s'appelle connecteur Super Speed. Parce que oui, je l'ai dit comme ça rapidement, mais le connecteur ici, type A ou type B, USB 3.0 ou USB 3.1, il s'appelle connecteur Super Speed parce qu'il apporte une très grande vitesse, une très grande capacité d'échange de données, donc c'est le connecteur Super Speed. Et là vous vous dites, oui, ça paraît facile, j'ai tout compris, oh là là, c'est pas fini. Qu'est-ce qui se passe du connecteur type B plein format? Lui, on pourrait se dire, il y a de la place. Donc dedans, on va aller lui caser toutes les bornes en fait qui manquent. Eh pas du tout. Alors je vous en ai trouvé, j'espère que vous apprécierez l'effort de recherche qu'il m'a fallu pour rassembler tout ça. Donc voilà, le connecteur Super Speed, donc le connecteur USB 3.0 et 3.1, pour la partie type B, historique, donc le vrai connecteur plein format type B. Donc voilà le connecteur Super Speed, et donc vous avez les broches 5, 7, 8, 9 qui sont dans la petite partie en haut, qui ressemble en fait à un connecteur micro qui aurait été ajouté au-dessus du connecteur type B. Voilà en gros où on en était. Donc quand je parle de ça, on est entre les années 2011 et 2015 en gros, où il y avait ces connecteurs, donc connecteur celui-là, et puis évidemment le connecteur type A qui va avec. Voilà, donc on avait tout ça, plus évidemment la rétrocompatibilité, donc beaucoup de smartphones qui fonctionnent avec du type B.
Et puis, la rétrocompatibilité totale, donc ces connecteurs-là. Et voilà où on en était, et voilà pourquoi ça commençait à devenir ultra compliqué. Maintenir la compatibilité et faire des connecteurs qui n'avaient plus ni queue ni tête, et puisqu'on était obligé de rajouter partout des bornes, et puis de les étendre, ces connecteurs, et en plus de faire des incompatibilités, puisqu'un smartphone qui devait être ultra compact et qui donc n'avait que le connecteur femelle type B, il était incapable de recevoir des trucs de ce type-là, et donc on avait plein de produits qui ne pouvaient plus se brancher entre eux. Est arrivé donc, comme un sauveur, l'USB-C qui est le connecteur qui a révolutionné la norme USB, puisqu'il a permis, avec un seul connecteur, non seulement de revoir la norme USB pour lui apporter un tas de nouveautés. Qu'est-ce qu'il a fait? Première chose, il a rendu obsolète tout ça. Donc tous les connecteurs que je vous ai montrés, tous les connecteurs historiques qui existaient dans la norme USB, tout cela sont devenus obsolètes à partir de 2017. Alors, évidemment, vous les trouvez toujours à la vente, il y a toujours des produits qui les utilisent, bien sûr, mais à partir de 2017, la norme USB ne propose plus que ce connecteur unique, qui est donc normalement le connecteur que vous devez utiliser maintenant, en 2020, en tout cas, que j'espère que vous utilisez, parce que si vous l'utilisez, il va vous changer la vie. La première particularité de ce connecteur, vous le voyez, c'est d'être complètement symétrique. C'est-à-dire qu'il a été conçu non seulement pour qu'au niveau de sa forme, il puisse être retourné, donc être considéré dans un sens ou dans l'autre indifféremment, ce qui fait que sur des produits comme un smartphone, eh bien vous pouvez le brancher dans un sens, vous pouvez le brancher dans l'autre. Mais ça ne marche que si le connecteur en lui-même, il est conçu de manière symétrique. Évidemment, si vous avez un brochage à l'intérieur qui n'est pas symétrique, et donc si le fait de brancher d'un côté ou de brancher de l'autre a une importance, le connecteur a beau être conçu de manière symétrique, eh bien, il ne pourra pas échanger des données de manière symétrique. Et donc il a été conçu aussi au niveau de son brochage de manière symétrique. Et là, ne vous attendez pas à ce que je vous pointe du doigt les broches, il y en a beaucoup trop. Sur un connecteur USB type C, on part de la borne A1, on va jusqu'à la borne A12, donc en bas, on va dire si ça c'est le bas, et de la borne B1 à la borne B12 en haut. Et comme c'est réversible, évidemment, ça peut être considéré dans les deux sens. Alors, elles sont pas strictement équivalentes, ces bornes, mais ce qui se passe, c'est quand on les branche dans un sens ou dans l'autre, ils ont fait en sorte de mettre les paires torsadées aux mêmes endroits, les ground et les alimentations aux mêmes endroits, ce qui fait qu'au final, c'est pas grave, c'est réversible, et puis le reste des équipements s'occupe du reste, donc les contrôleurs, etc. sont capables de faire le reste. Et puis il y a quand même des petites différences au niveau du câblage, de manière à identifier l'orientation du connecteur. Donc il y a une borne, la broche CC en fait, qui est celle qui permet de savoir quelle est l'orientation du connecteur si nécessaire. Le connecteur USB-C, il apporte maintenant 4 paires torsadées, donc pour l'échange des données, ce qui fait qu'on passe des 640 mégaoctets à la seconde, en gros ce que je vous ai donné comme indication tout à l'heure, on passe maintenant dans les bonnes versions, on passe à du 2,5 gigaoctets à la seconde, donc là c'est largement suffisant pour beaucoup d'usages, même des usages flux vidéo. Donc c'est super intéressant. Mais surtout, il apporte des nouveautés en termes d'alimentation électrique, puisque si vous vous rappelez bien, je vous avais dit que les connecteurs historiques, ces connecteurs-ci, ils étaient entre 500 mA et 2,4 A au maximum. Donc 2,4 A si on ne fait pas passer en même temps de la donnée, pour le côté historique de l'alimentation USB. On appelait ça d'ailleurs l'USB Battery Charging. C'était historiquement donc comme ça que s'appelait la norme qui permettait de recharger à partir de l'USB. On est passé sur l'USB Power Delivery, qui a un vrai sens en termes marketing, mais aussi en termes en sémantique Power Delivery, parce que on passe ici sur un connecteur, un câble qui sont capables de faire de l'alimentation, et donc qui permettent d'alimenter un produit en continu, mais même des produits très consommateurs, alors peut-être pas une télévision, mais un ordinateur portable ou un smartphone, on peut les alimenter. Alors, le Power Delivery, c'est un petit peu compliqué, je vous en reparlerai par le futur, mais en gros, ça permet une tension et une intensité variable. Donc on a non seulement du 5 volts, 2 ampères, donc c'est-à-dire 10 watts, 2 x 5, 10, on a du 10 watts, donc historiquement ce qui était capable de faire en gros l'USB, la norme USB, même si l'USB montait des fois à 2,4 ampères avec les câbles les plus haut de gamme, mais surtout on a une variation donc de tension et d'intensité. Sur la tension on peut monter jusqu'à 20 volts, et sur l'intensité on peut monter jusqu'à 5 ampères. Alors ça il y a des profils pour ça, c'est négocié entre les deux appareils, donc entre le smartphone et votre chargeur, ou entre votre appareil, donc votre portable, ordinateur portable par exemple, et votre chargeur. Il y a 5 profils, le profil le plus élevé c'est du 20 volts 5 ampères, enfin ça inclut en tout cas le 20 volts 5 ampères,
20 volts, 5 ampères, ça fait 100 watts. On peut charger actuellement jusqu'à 100 watts sur un connecteur USB-C, ce qui n'est pas encore suffisant. Mon ordinateur portable qui est là-bas, dont je vous ai déjà parlé, nécessite plus de 100 watts, donc ça nécessite des sections énormes en termes de câbles USB, et parfois ça nécessite aussi 2 câbles USB-C, donc il y a des docks. Il existe par exemple chez Dell, puisque moi je suis chez Dell en termes de matériel ordinateur portable personnel ou professionnel. Chez Dell, il existe des docks qui ont 2 connecteurs USB-C, ce qui permet de doubler en gros la puissance d'alimentation, et donc d'aller jusqu'à théoriquement 200 watts, je crois qu'il s'arrête à 160 watts maximum, mais qui permet donc d'alimenter un ordinateur portable qui consomme beaucoup, des ordinateurs portables professionnels, ceux qui ont des Core i9, avec des grosses cartes vidéo, etc. intégrées, consomment énormément. En tout cas, le Power Delivery, je vous ai fait une vidéo dédiée sur les chargeurs et le Power Delivery, on en reparlera dans la deuxième partie de la vidéo. Power Delivery qui a été apporté par l'USB-C, qui permet donc d'alimenter des produits très énergivores, très consommateurs, jusqu'à 100 watts sur un câble USB-C, donc ce qui permet non seulement d'échanger des données, et en même temps de recharger, donc avec un seul câble USB, de charger un produit, mais aussi d'échanger de la vidéo, et de relier d'autres périphériques, souris, clavier et compagnie. Dans le petit périple historique de l'USB, il reste maintenant à parler de l'USB 3.1 et de l'USB 3.2. Alors là, je suis désolé, ça va devenir le grand n'importe quoi, mais c'est pas de ma faute, c'est le consortium USB qui part un petit peu en vrille souvent quand ils font des spécifications, un petit peu moins dans ces dernières années, mais à l'époque c'était le grand n'importe quoi. L'USB 3.1, il est apparu en août 2013, en tout cas la spécification est sortie en août 2013, et ils en ont profité pour renommer l'existant, et donc l'USB 3, qui continue à s'appeler USB 3.0, a été renommé en USB 3.1 Gen 1. Donc USB 3.1 Gen 1, on est donc sur du, que je dise pas de bêtises, on est sur du 5 gigabits à la seconde. Et suite à ça, ils ont sorti ils ont aussi dans la même spécification sorti l'USB 3.1 Gen 2, qui double le débit, donc à 10 gigabits par seconde. Et dans l'USB 3.1 Gen 2, vous avez en plus la sortie de l'USB type C, donc le connecteur USB type C est associé à la norme USB 3.1 Gen 2. Alors, ce qui est rigolo, c'est que, du coup, l'USB 3.1 Gen 2, c'est aussi l'USB 3.2 Gen 2. Parce que quand ils ont sorti l'USB 3.2, l'USB 3.2 qui est sorti en 2018, je crois, ils ont décidé à nouveau de tout renommer. Et donc, l'USB 3.2 Gen 2, c'est l'USB 3.1 Gen 2, et l'USB 3.0, c'est l'USB 3.1 Gen 1, et c'est l'USB 3.2 Gen 1. Voilà, donc vous voyez, c'est un petit peu le grand n'importe quoi, alors on s'y retrouve quand même, Gen 1, Gen 2, voilà, mais le consortium a tout renommé. Ce qu'il faut savoir, c'est juste que, voilà, en 2013, USB 3.1 est apparu, et que la vraie nouveauté, c'était l'USB 3.1 Gen 2, qui doublait les débits, 10 gigabits à la seconde, et l'apparition, donc, de ce connecteur USB-C qui a quand même grandement simplifié tout ça. Et puis le petit dernier dans la norme, c'est l'USB 3.2 Gen 2x2 ou 2x2, lui qui a encore doublé les débits, donc ça je crois c'était 2018, je me rappelle plus trop de la date et je crois que je l'ai pas retrouvé. En tout cas je crois que c'était 2018 ou 2019 ce protocole-là. Donc doublage des débits, donc je répète, USB 3.0 on était sur du 5 gigabits seconde, l'USB 3.1 aussi appelé USB 3.1 Gen 2, c'était du 10 gigabits à la seconde. Et puis enfin, petit dernier dans l'histoire, le 3.2 Gen 2x2 ou 2x2, qui lui a encore doublé les débits. Et donc si on récapitule, l'USB 3.0 c'était du 5 gigabits à la seconde, il s'appelait aussi USB 3.1 Gen 1 et USB 3.2 Gen 1. L'USB 3.1 Gen 2, lui c'était du 10 gigabits à la seconde. Et donc alors du coup, l'USB 3.1 Gen 2, ça s'appelait l'USB 3.2 Gen 2, et puis l'USB 3.2 Gen 2 x2, c'est le débit x2, donc c'est le 20 gigabits à la seconde, par rapport à l'USB 3.2 Gen 2, tout court, qui était du 10 gigabits à la seconde. Voilà. Donc si vous êtes perdu à partir de là, c'est normal, je pense qu'ils ont vraiment fait tout ce qu'il fallait faire pour perdre le public, entre les connecteurs qui sont devenus n'importe quoi, et les noms qui sont devenus n'importe quoi. Moi je mets au défi quelqu'un de me dire comme ça, tout le go, sans réfléchir quelques secondes, qu'est-ce que ça fait comme débit l'USB 3.2 Gen 2. Voilà, même moi si vous me posez la question, pourtant je viens de préparer la vidéo, je vais être obligé de réfléchir. Et c'est vraiment dommage, et d'autant plus qu'il y avait moyen de faire beaucoup plus simple, il suffisait de continuer à nommer ça 3.1, 3.2, en fait c'est le commercial qui est venu au galop, et c'est un petit peu dommage.
En tout cas, heureusement, tout ça est plus ou moins fini. Donc vous avez maintenant un connecteur unique avec les normes USB 3.x depuis le 3.1 Gen 2, donc USB type C. Et puis en plus, maintenant, vous avez l'USB 4 qui sort. Alors l'USB 4 qui se base maintenant, lui, intégralement sur le connecteur USB-C, mais évidemment toujours rétrocompatible avec le reste. Donc on a toujours tous les câbles, enfin tous les connecteurs USB qui sont compatibles, mais évidemment le connecteur de prédilection, c'est le connecteur USB-C. Le protocole USB 4, eh bien, à nouveau, grand n'importe quoi dans le nommage, il a été appelé USB 4, attaché, comme ça, pas USB 4.0 ou USB espace 4, USB 4. Voilà, ils ont décidé à nouveau de changer de manière de nommer les normes. Vous voyez bien la logique dans tout ça. Toujours est-il que ce protocole, il a été fini d'être normalisé en 2017, donc annoncé en 2017, il a été officialisé en 2019, et donc maintenant, eh bien, vous aurez du 40 gigabits via ce connecteur USB-C. Voilà, donc ça change rien au niveau du câble, du connecteur, tout reste similaire, c'est juste que maintenant, on passe sur du 40 gigabits en changeant la manière dont les données sont échangées entre les produits, et puis toujours la rétrocompatibilité totale avec tous les USB précédents. Ce qui est à noter dans l'USB 4, ce qui est super intéressant, c'est l'intégration native du Thunderbolt 3 et pas du Thunderbolt 4. Alors comme cette vidéo est déjà très longue, je vais pas aller dans le détail de ce que fait le Thunderbolt, ça on le garde pour la prochaine vidéo. On parlera du Thunderbolt parce que le Thunderbolt n'était initialement pas un protocole ou une norme qui était inclus dans l'USB. Maintenant elle l'est, puisque l'USB transite du Thunderbolt. Mais donc ça, on garde ça dans la prochaine vidéo, parce que là, je pense que vous avez déjà suffisamment mal à la tête, et vous allez avoir besoin de suffisamment d'aspirine, pour continuer sur le Thunderbolt. Il y a une autre catégorie de connecteurs dont il est intéressant de parler, c'est les connecteurs internes, qui servent principalement dans le monde du PC. Donc vous avez des connecteurs pour brancher l'USB 2, des connecteurs pour brancher l'USB 3, ces connecteurs-là ont le principe d'être un peu plus blindés, puisque forcément ils échangent des données à des vitesses largement supérieures, et des connecteurs très spécifiques pour tout ce qui est USB 3.2, les fameux connecteurs uniques, qui nécessitent un blindage important, parce que non seulement donc ils véhiculent beaucoup de données, mais en plus ils véhiculent de la puissance sur le câble, et donc il y a besoin que ces câbles-là soient très épais. Le protocole USB permet un adressage des périphériques, donc ici comme par exemple comme une souris, quand vous voulez aller la brancher en USB, eh bien elle va avoir une adresse sur l'autre qui la reçoit, de manière à pouvoir identifier parmi tous les produits USB branchés dessus, ce produit-là en particulier. Voilà ici un hub USB, donc un concentrateur en fait USB. Alors je voulais vous en montrer un d'ancienne génération, j'en avais un qui était génial, qui était quasiment de première génération, avec des connecteurs type A et des connecteurs type B, donc vraiment l'ancienne. Malheureusement, il a grillé au niveau électrique, et comme c'est des produits d'ancienne génération, en fait, quand ils sont en plus obsolètes, moi je me fatigue pas à les réparer. Autant où je m'embête à réparer les produits que j'ai chez moi, et que j'utilise, autant quand ils sont vraiment obsolètes technologiquement, il a été recyclé. Et donc malheureusement, je n'ai plus ce hub-là, donc je vais vous montrer un hub de nouvelle génération, nouvelle entre guillemets, hein, puisque maintenant vous avez des hubs USB-C, donc on va dire de nouvelle ancienne génération. Et donc ce qui m'embête, c'est qu'ici la prise est sertie, donc je vais pas vous montrer exactement à quoi pourrait ressembler un hub, mais imaginez qu'ici normalement vous avez donc un connecteur de type périphérique. Donc là vous avez soit un connecteur de type B, soit suivant les générations, donc si on tape dans des anciens hubs, un connecteur un mini B ou un micro B. Donc si ce câble-là était à retirer, vous auriez ici la partie câble périphérique, et puis là vous avez la partie câble haute, donc que vous branchez sur un ordinateur par exemple. Alors évidemment, toujours avec les mécanismes d'OTG, vous pouvez brancher ça directement sur un périphérique. Et puis de ce côté-là, donc vous avez le mécanisme du hub, c'est-à-dire que ça partage en fait la bande passante qui passe par ce câble unique. Ça la partage ici dans plusieurs prises. Alors ici il y en a deux de ce côté-là, une de ce côté-là qui sont des prises super speed, donc des types A super speed, et puis vous voyez en plus qu'il a un petit peu d'électronique, parce qu'il a en plus la capacité de rajouter une prise réseau donc qui va se retrouver branchée sur l'appareil à partir du moment où vous connectez le câble. Donc vous voyez le mécanisme de hub, sachant que sur un PC, sachant que sur une machine, sur un autre en fait, vous pouvez monter jusqu'à 127 périphériques, donc 127 adresses USB de produits que vous branchez dessus. 127 ça peut paraître à la fois beaucoup et pas beaucoup, c'était gargantuesque quand l'USB est sorti, puisqu'on avait une souris, un clavier, enfin il n'y avait pas grand chose qui se battait en duel. Maintenant que sur des ordinateurs portables ou des choses comme ça, on a quasiment tout qui est externalisé, même des cartes graphiques avec les mécanismes de Thunderbolt,
Du coup, c'est pas tant que ça, 127, mais ça reste quand même largement, normalement, au-delà des besoins d'une utilisation standard sur une machine, hein. Réfléchissez, mais si vous avez un clavier, une souris, une caméra, une carte audio externe, une carte vidéo externe, une carte réseau externe, qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre? Brancher un téléphone, par exemple, brancher une manette de jeu, vous montez peut-être à quelque chose comme 10 périphériques, maximum, peut-être 15 quand vous y allez à fond avec micro et compagnie. Vous voyez qu'on est très loin quand même des 127 périphériques, donc ça laisse de la marge. En tout cas, vous avez ce mécanisme de hub qui permet d'ajouter sur un seul port USB, de rajouter la possibilité d'en avoir plusieurs, donc un concentrateur. Par contre, évidemment, les débits de transfert sont partagés entre les ports, donc si vous avez ici, donc ici c'est du type A super speed, donc des débits assez importants, ce débit-là, même s'il est important, si vous branchez dessus deux disques externes et que les deux disques externes font un transfert de l'un à l'autre, ils vont faire le transfert via ce connecteur USB là, puisque c'est l'autre qui va piloter les transferts, et donc le débit va être partagé, va être divisé entre les deux ports, et puis va diviser d'autant que vous utilisez plus ou moins de ports. Donc voilà, et ça c'est quand même un pilier aussi de la norme USB, la capacité de dédoubler ou de multiplier les ports qui se trouvent derrière un port mécanique unique. Voilà, c'était donc ma vidéo sur l'USB. Faites très attention, en conclusion de cette vidéo, à ne pas confondre connecteur USB et norme USB. Vous pouvez faire transiter sur des connecteurs comme celui-là, le type A Super Speed, vous pouvez faire transiter des débits de l'USB 1 ou de l'USB 2 en fait, puisque vous pouvez dessus brancher un périphérique USB 1. Comme tout est rétrocompatible, en fait, il faut partir du principe que chaque connecteur peut faire transiter toutes les normes USB qui ont vu le jour avant son existence. Et donc c'est pas la couleur ou c'est pas la forme du connecteur qui va vous dire ce qu'il est capable de faire. Oui, vous allez avoir une indication de ce pourquoi le câble ou le connecteur a été prévu, mais ça veut pas dire que dessus vous allez forcément... Déjà ça veut pas dire qu'il est câblé comme ça se trouve dans la machine en question, il a beau être avec un petit éclair, avec un petit super speed et tout ça, c'est pas le cas, le constructeur a juste mis le mauvais logo, c'est possible, ça arrive, et puis ensuite même s'il est correctement câblé, ce qui va vraiment faire la différence, c'est ce que vous branchez dessus, qui va définir le type de norme qui va être utilisé entre l'hôte et le périphérique, ou entre les deux périphériques. Voilà, petit résumé, on passe sur mon écran pour un petit résumé très rapide sur l'USB, comme ça vous aurez une vue, un aperçu en tout cas des connecteurs et des vitesses à travers le temps. Si vous voulez en savoir plus, vous avez la très bonne page Wikipédia. Wikipédia en général a de très bons articles sur les différents sujets, qu'ils soient techniques ou non. Moi je suis allé dans le détail sur certains points qui ne sont pas forcément détaillés sur la page Wikipédia, mais la page Wikipédia couvre aussi des sujets que je n'ai pas couverts. Un très bon sujet que je n'ai pas couvert, c'est le processus d'énumération. Ici, donc, comment en fait s'établit la connexion d'un périphérique USB sur un autre, ou sur un autre périphérique avec l'OTG, et surtout dans quel ordre le courant est établi, puis l'appareil négocie sa connexion, que ce soit en termes de charge, mais en termes aussi de capacité, avec des classes de périphériques. Donc par exemple, vous connaissez probablement le mass storage, qui sert pour les disques durs et les clés. Et bien tout ça, il y a différentes classes dans l'USB qui permettent de catégoriser les produits, si c'est des disques durs, des appareils photo, des périphériques comme des souris, des claviers et tout ça, même des cartes son, vous avez tout ça qui est décrit par la norme. Et vous avez aussi un très beau tableau récapitulatif des connecteurs USB qui ont évolué forcément en fonction des normes. Il y a même des connecteurs que je vous ai pas présentés parce que moi personnellement je les ai jamais vus. Tout ce qui est mini AB, micro A et tout ça, micro AB, je les ai jamais vus. Honnêtement, je les ai jamais manipulés. Ça existe probablement, hein, mais ça c'était pas intégré dans tous les produits. Donc, c'est l'occasion aussi pour vous de les découvrir ici, à quoi ils ressemblent et puis comment ils étaient utilisés. Et surtout, ça vous donne une espèce de vue générale de l'histoire des connecteurs USB, et puis de voir bien que même si le connecteur USB-C est apparu dès 2007, il a supplanté tous les autres connecteurs USB. Vous voyez que maintenant, à partir de 2017, c'est le seul connecteur qui est le connecteur de référence de la norme USB, même si tous les autres restent existants, puisque forcément, pour des raisons de rétrocompatibilité, ils sont toujours là et ils vont toujours fonctionner. Il n'y a plus que le connecteur USB-C, et c'est une très bonne chose, ça simplifie vraiment les choses, et ce tableau résume bien la situation, au cours du temps, en tout cas, de l'évolution des connecteurs USB, et de quand ils sont apparus et quand est-ce qu'ils ont été retirés de la norme. Et j'espère donc que vous aurez apprécié cette vidéo, et puis que tout ce sac de nœuds qui était les normes USB, etc., va se simplifier avec l'USB 4. Alors certes, il faudra toujours connaître l'histoire de l'USB, c'est pour ça que cette vidéo
Je dis pas qu'elle est d'utilité publique, mais n'hésitez pas à la partager autour de vous si des gens se posent la question de comment ça fonctionne l'USB et qu'est-ce que c'est. Parce que, même si maintenant la situation est grandement simplifiée avec l'USB type C, il faut quand même savoir quelle est l'histoire de l'USB, parce que, comme je vous le dis, vous allez encore pendant de nombreuses années, non seulement travailler avec des périphériques qui ont de vieux connecteurs USB, mais aussi peut-être des machines qui n'ont pas de connecteur USB-C branché dessus, et quand bien même vous avez de l'USB-C, bah, quelle est la norme de l'USB-C qui est dessus? Est-ce que c'est du 3.1 Gen 2? Est-ce que c'est du 3.2 Gen 2x2? Est-ce que même ce connecteur c'est peut-être de l'USB 4? Qui sait? Est-ce qu'il supporte ou pas du Thunderbolt? Ça fait encore plein de questions à se poser, et donc c'est pas parce que ça a été simplifié avec un seul connecteur que la situation est plus simple, et donc il faut continuer à se renseigner et à s'informer sur le protocole USB pour bien comprendre qu'est-ce qui fonctionne, comment et pourquoi. Voilà, j'espère que ma vidéo vous aura intéressé. N'hésitez pas à regarder la suite qui arrivera prochainement, je ne sais pas quand exactement, mais prochainement, où on se penchera plus dans le détail sur probablement le Thunderbolt et puis aussi le Power Delivery. Et puis si vous avez des questions entre temps, j'essaierai d'intégrer ça dans ma vidéo. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Jouez bien avec vos périphériques USB et puis moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Au revoir. Ce qu'on peut faire avec un connecteur USB-C, un câble USB-C et les normes USB, comme par exemple quand je relie mon smartphone ici sur ce câble USB-C. Vous voyez derrière l'écran qui s'allume. Voilà, ici l'écran est allumé, et puis j'ai un bureau. Directement, mon téléphone qui est ici vient d'être relié à mon clavier, à ma souris, à ma caméra qui est là-haut, à ma carte son, mon DAC numérique qui est là, donc mon ampli, donc avec les enceintes de chaque côté. J'aurais pu brancher ma manette de jeu par exemple dessus, tout ça avec un unique connecteur. Il est en plus en train de charger. Il est relié à Internet via une prise Ethernet, et non plus via du Wi-Fi ou de la 4G comme c'était le cas avant. Tout ça avec ce câble unique. Et puis donc je vous montre, ça fonctionne, c'est bien ici mon smartphone qui est en train de tourner, qui est en train de vous montrer en gros le contenu, de partager le contenu, via de l'USB, via indirectement de l'HDMI, je crois que c'est de l'HDMI sur USB-C. En tout cas, voilà les capacités du connecteur USB-C. Et puis si à la place de mon smartphone, on y connecte autre chose à ce câble USB-C, par exemple ici mon ordinateur portable, eh bien, donc ordinateur portable équipé lui aussi, entre autres, d'un connecteur USB-C, on verra après dans le détail comment ça fonctionne, vous allez voir que l'écran que j'ai là va être partagé sur mon écran. À travers, à nouveau, ce câble unique, je viens de connecter donc tout ce qu'il faut pour que cet ordinateur portable fonctionne sur un écran. Je suis en train de charger, parce que cet écran a la capacité de recharger un ordinateur jusqu'à 60 watts. J'ai en plus hérité de capacités assez intéressantes, comme ici, la caméra là-haut, la caméra Hello. Je vous en ai déjà parlé en vidéo de ces capacités, donc Windows Hello et tout ça. J'ai le réseau câblé, donc RJ45 comme avec mon smartphone. Et puis d'autres capacités comme un hub USB qui me permet d'y connecter, là encore. Clavier, souris, ici, pour pouvoir interagir avec, donc ça fonctionne très bien, pour pouvoir interagir avec. Et tout ça, ça paraît normal en 2020. Et pour autant, c'est pas si simple que ça,